Alors, je vous souhaite la bienvenue en ce vendredi après-midi. Ça me fait plaisir de vous accueillir. J'imagine que vous avez eu l'occasion d'écouter hier soir la petite conférence que je vous ai présentée ou ce matin en rediffusion, parce que pour les Européens, c'était probablement plus difficile de pouvoir suivre en direct la conférence d'hier soir. Donc, bienvenue à tous. Ça me fait vraiment très plaisir de vous accueillir en fait pour ce colloque virtuel. Je le disais déjà hier, mais je vous le redis encore cet après-midi. Pour moi, entre l'idée que nous avions au départ pour pouvoir faire cette activité où on s'attendait à quelques centaines de personnes qui pourraient être intéressées, stimulées par le projet, on se retrouvait à des milliers et des milliers et des milliers à être présents comme ça, là, maintenant. Et quelque part, en fait, ça me touche beaucoup parce que, j'ai l'enseignement au cœur de mes pensées et de mes préoccupations. J'ai l'enfant au cœur de mes pensées et de mes préoccupations, mais pas juste les enfants, c'est aussi les adultes, c'est aussi vous. Parce que si vous n'allez pas bien, si vous êtes trop stressé, tracassé ou inquiet par rapport à la rentrée ou même démarrer peut-être la rentrée scolaire au mois de septembre prochain en étant très affecté, par la situation qui bouscule le monde entier actuellement, même si on ne sait pas encore très bien comment les choses vont se passer d'ici 2 mois, 2 mois et demi, ça reste quand même que l'important, c'est aussi vous. Alors, quelque part, c'est vraiment pour moi un vrai plaisir en fait de voir votre réponse en fait à cet appel qu'on a lancé. On est dans une période où la distanciation physique est encore présente, donc au moment où je vais vous présenter 2 des co-organisatrices de l'événement, parce que d'une part, je n'ai pas la prétention d'avoir les réponses à toutes vos questions, et deuxièmement, avoir de tels projets, ce n'est pas possible de pouvoir le mener à bras-le-corps tout seul, donc d'avoir une équipe et des personnes qui viennent justement collaborer, pour moi, c'est quelque chose qui fait beaucoup, non seulement de sens, mais de plaisir. Alors, avec cette distanciation physique, permettez-moi de vous présenter en fait 2 sœurs. Il y en a une qui est enseignante en maternelle, l'autre qui est intervenante psychosociale. Vous les connaissez peut-être parce que vous avez suivi les webinaires du mercredi, vous avez déjà vu peut-être Mélanie. Caroline, elle est avec moi dans chacune des activités du mercredi soir, mais toujours est-il que ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir ce soir dans une distanciation physique qui est bien nécessaire pour respecter les normes au moment où nous faisons cet atelier. Donc bonjour les filles. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, puis très excitée aussi d'entamer le colloque sur lequel on travaille très fort depuis, ça fait pas très longtemps, mais ça fait 3 semaines qu'on a lancé cette idée-là, ça fait 2 semaines et demie qu'on a lancé les invitations, et c'est assez fou ce qu'on a fait en quelques jours, en fait. C'est aussi fou que la réponse qu'on a eue, en fait. Comme tu l'expliquais, la réponse est tellement grande que ça nous amène aussi, nous-mêmes, à nous propulser dans ce projet-là, puis à l'amener là où les gens ont besoin, parce que c'est à travers les échanges qu'on comprend les besoins du milieu, qu'on essaie d'y répondre au mieux que possible. Donc, c'est avec beaucoup de fébrilité que je fais partie de ce projet-là. Merci. Puis pour toi, Mélanie? Très bien. Vraiment fébrile, mais très enthousiaste et heureuse de faire partie d'un si beau et grand projet. Mais bienvenue à toutes les deux. Mais écoute, Mélanie, on va commencer par toi. Parce que pourquoi par toi? Parce que quelque part, même si j'ai une expérience d'enseignant, on y reviendra probablement un peu tout à l'heure, il est très clair, en fait, que c'est au départ beaucoup de choses que tu nous as partagées ces dernières semaines. C'est certain qu'à force de donner de la formation un peu partout dans le Québec, je connais beaucoup d'enseignants. Et beaucoup de choses que tu nous as racontées ces derniers temps, c'est très cohérent avec l'ensemble de ce que vivent les enseignants. Il y en a certains qui sont retournés dans leur classe, il y en a d'autres qui sont restés, en fait, en l'école, mais sans enfants dans la classe depuis la réouverture progressive des écoles. Mais c'est certain que pour toi, comment tu envisages, peut-être avant d'envisager la rentrée, comment tu as vécu ça, la journée du 12 mars, où M. Legault a annoncé qu'on ne pouvait plus en fait se réunir à plus de 250 personnes à la fois, ce qui était très précoce parce que M. Macron, à ce moment-là en France, permettait encore des rassemblements de 1000 personnes. Mais quand M. Legault a annoncé le 12 mars que les rassemblements de 250 personnes et plus étaient interdits, eh bien, quelque part, les écoles ont été obligé de fermer pour respecter les consignes qui avaient été données par le Premier ministre. Comment as-tu vécu cette journée du 12 mars où les écoles ont commencé en fait à annoncer qu'elles ne pourraient pas rouvrir le lendemain, le vendredi, et par la suite, le fait que les classes ont été fermées? Eh bien, je dirais que mon plus grand choc a été que
de réaliser que j'ai pas eu le temps de dire au revoir à mes élèves. La coupure a été brusque et puis on s'était pas préparé à ça. Donc, j'étais préoccupée par comment allaient mes élèves. Je voulais entrer en contact absolument avec eux. Je voulais m'assurer qu'ils se sentent bien. Je voulais m'assurer qu'ils sachent que je pense à eux et qu'ils sont toujours présents dans ma tête, dans mes pensées. Puis ensuite, je me suis questionnée, est-ce qu'on va se revoir? Et quand est-ce qu'on va se revoir? Comment? Dans quel contexte? Donc, ça a été pour moi un choc, le choc de la séparation. Oui. Ouais. Est-ce que tu avais l'impression que vous alliez pouvoir revenir en classe avant la fin de l'année? Parce que la première fois que M. Legault est revenu, en fait, pour confirmer que les écoles allaient fermer, on parlait de 2 semaines de fermeture, puis ça s'est prolongé, ça s'est prolongé, ça s'est prolongé. Comment as-tu vécu cette période d'incertitude? Ça a été très progressif parce qu'au départ, c'était un jeudi et on nous a arrêtés pour le vendredi, le temps de prendre des décisions. Donc, le vendredi, on était arrêtés et ensuite, on a eu l'information que là, on arrêtait pour 2 semaines. J'avais toujours espoir qu'on reviendrait après 2 semaines et ça se prolonge, ça se prolonge. Et ensuite, ça a été jusqu'au 25 mai. Donc, entre le moment où on a dit que, OK, on arrêtait pendant un bon bout de temps, jusqu'au 25 mai, j'avais en tête que mes élèves allaient revenir le 25 mai. Donc, j'ai tout réaménagé ma classe. J'ai aussi pris le pouls de qui allait revenir. Il y a des parents qui gardaient leurs enfants avec eux à la maison. Donc, on s'est préparés. Puis, ça a été vraiment à la dernière minute qu'on a appris, tout près du 25 mai, que les élèves n'allaient pas revenir. Donc, ça a été vraiment une grande peine. Puis, on constate qu'il y a vraiment deux mondes chez comme les collègues, enseignants? Oui, qui existent parce que, et je ne classe pas les enseignants en 2 mondes, même ces 2 mondes-là m'habitent. Il y a le monde où moi, je prends soin de mon père, d'un de mes oncles, et c'est sûr que je ne devais pas prendre de risques pour apporter le COVID ou... Tu disais que tu prenais soin de ton père et de ton oncle. Pourquoi? Mon père en fait à la sclérose en plaques. Okay. Donc, son système immunitaire est déjà affaibli. Puis mon oncle, lui, il est séropositif, puis il n'a pas de système immunitaire. Donc, je fais ses commissions, je m'assure qu'il manque de rien. Et... Donc, en fait, toi, si jamais tu étais en contact avec le virus et que tu le leur transmettais, c'est certain que malheureusement, tu aurais pu compliquer, en fait, leur santé, c'est ça? Exactement. Donc, ce monde-là m'habitait, la peur de transmettre le virus à mon père, mon oncle. Puis l'autre monde qui était mes élèves qui ont seulement 5 et 6 ans. On a passé plusieurs mois ensemble, on avait un lien très, très fort. Puis l'enseignant est une personne significative pour l'enfant. Et du jour au lendemain, je ne suis pas là pour leur expliquer pourquoi on ne se voit plus. Et quel est le contexte? Alors, j'avais hâte de les retrouver. Je voulais les retrouver. Puis en même temps, quand je parle de 2 mondes, c'est... Il y a des enseignantes qui ne voulaient pas du tout revenir parce qu'elles ont un conjoint ou des enfants ou eux-mêmes sont immunosupprimés. Et il y a celles qui voulaient absolument revenir parce qu'on ne peut pas se laisser comme ça. On ne peut pas terminer l'année scolaire avec une séparation aussi brusque. Donc, il n'y a pas que les secondaires 5, en fait, finalement, qui ont vécu une modification complète. C'est que, oui, on parle beaucoup du lien d'attachement de l'enfant vis-à-vis de l'enseignant, mais l'enseignant aussi a un lien d'attachement avec l'enfant. Et toi, quelque part, l'attente il a été brisé sans être, sans être averti, en fait. Et toute l'inquiétude aussi qui nous habite, parce qu'on a des petits cocos, des petites cocottes dans notre classe qui vivent des choses difficiles. Donc, à chaque jour, j'en prenais soin, on discutait, je m'assurais qu'ils allaient bien. Puis du jour au lendemain, plus rien. Il y en a avec qui ça a été super facile d'entrer en contact. Il y en a d'autres, ça a été plus difficile. Donc, j'ai eu un sentiment de j'ai plus de contrôle. Comment je vais faire ensuite pour... on se faisait dire qu'on devait absolument entrer en contact avec chaque élève, mais ceux avec qui je ne suis pas capable d'entrer en contact, mais ça m'inquiétait. Donc, j'avais mes sentiments à gérer, mes émotions, et aussi continuer ma vie familiale, prendre soin de mes enfants, prendre soin de ma famille. Puis moi, si je peux me permettre, parce qu'on se connaît bien, on le dit qu'on est sœurs, moi, j'ai eu... Tu dis que c'est séparé en 2, mais moi, j'ai envie de dire que c'était séparé en 3 parce que tu portais maintenant le chapeau, je trouve, de l'intervenante sociale
où tu essayais de voir effectivement comment se portent tes élèves et tu prenais beaucoup soin, bien, tu prends beaucoup soin des parents aussi dans les échanges pour les rassurer eux, pour qu'ils soient en mesure de rassurer l'enfant. Puis c'est un volet que je crois que tu maîtrises bien, mais pour lequel tu m'as souvent dit, j'aimerais ça, porter ton chapeau en ce moment d'intervenante sociale, ça m'aiderait donc. Donc je pense que ça le nourrit aussi toute l'impuissance qui t'habitait de peut-être là, manquer de ressources pour offrir l'accompagnement dont l'enfant a besoin en ce moment, qui est un peu porté sur tes épaules. Oui, puis je l'ai vu aussi que le lien que j'avais avec les parents les a sécurisés. Et puis, il y a eu une belle réponse quand est venu le temps de prendre une décision avant le 25 mai. Est-ce que je renvoie mon enfant ou non à l'école? Les parents savaient que j'étais prête à les accueillir. Donc, pour la plupart, ils revenaient. Bien sûr, il y a eu des exceptions, puis tout le monde vit des choses différentes. Tout le monde a une réponse aussi au contexte différente. Mais je me suis assurée de sécuriser les parents pour qu'ils sachent que s'ils me renvoyaient, me confiaient leur enfant, j'allais être prête à l'accueillir. Donc, pour toi, les mesures de distanciation que certaines écoles vivent pour l'instant parce qu'elles sont ouvertes n'étaient pas quelque chose qui t'inquiétait? Non. Non. Je me suis dit, rendu là, je ferai avec ce que je dois faire. Mais avec un enfant de 5 ans, je savais déjà que je ne pouvais pas consoler un enfant à 2 mètres de distance. Donc oui, j'allais prendre les précautions nécessaires. Oui, j'allais porter le masque, la visière, peu importe. Mais le contact allait quand même être là. On allait se laver les mains fréquemment. J'allais faire beaucoup de sensibilisation. Mais je savais déjà que j'allais avoir une proximité avec eux. C'est impensable. De ne pas l'avoir? Non. Mais en fait, tu as déjà ce lien-là avec tes élèves sécurisants. Tu as déjà bâti tout au long de l'année une relation significative qui permet, dans la mesure sanitaire ou pas, d'être capable de l'apaiser. Ne serait-ce qu'en ton contact. Oui. Mais là, on sait que ça va être différent en septembre où tu vas devoir amorcer ce lien-là. Donc, on pourra en reparler notamment demain dans l'échange qu'on aura sur le lien, l'importance du lien. Mais c'est ça, tu avais un avantage d'avoir déjà mis des choses en place pour sécuriser l'enfant. Oui, exact. Septembre sera un défi à ce niveau-là. Et tu envisages comment, en fait, à ce moment-là, la rentrée scolaire? Parce que, quelque part, il y a des enseignants qui sont actuellement dans les classes, d'accord? Il y en a d'autres qui ne vont rentrer, en fait, qu'en septembre. Pour toi, qu'est-ce qui se passe? Comment tu envisages cette rentrée-là? Est-ce que c'est quelque chose dans lequel il y a un côté easygoing que tu as et que tu es prête à utiliser ou tu te sens, OK, c'est quoi qui s'en vient? D'une part, j'essaie de pas trop m'en faire avec de quelle façon on va devoir rentrer parce qu'on ne le sait pas. J'ai pas de contrôle sur est-ce que le 2 mètres va être maintenu, est-ce qu'il va y avoir un minimum d'élèves par classe. Donc, je me dis, rendu là, je ferai avec les mesures imposées. Mais je garde toujours en tête que septembre sera là pour créer un lien. On va avoir perdu plusieurs mois, que ce soit au préscolaire, au primaire, au secondaire, on va avoir perdu plusieurs mois. Mais on ne peut pas penser qu'on va devoir rattraper un retard en si peu de temps parce qu'on va perdre nos élèves. Il va falloir miser sur l'écoute des besoins, créer un lien fort et sécurisant d'abord. Puis, en même temps, je me dis, ça s'est déjà produit dans le passé. Tu me disais à un moment donné, tu m'as déjà dit que en Belgique, quand tu as eu ta classe de 5e année, il y a eu un 35 jours que vous n'avez pas été à l'école. Puis, tu vas pouvoir mieux le détailler, mais quand ils ont regardé les résultats des enfants à la fin de l'année, ceux qui avaient perdu 35 jours avaient eu même des résultats qui étaient supérieurs à ceux de l'année précédente. Oui, parce qu'on avait travaillé beaucoup le lien et la sécurisation pendant l'année. Oui. Donc, je m'inspire beaucoup de ton expérience à me dire que je ne commencerai pas l'année en me disant que je vais rattraper un retard. Je vais commencer l'année en essayant de prendre soin d'eux. Puis en même temps, il faut se dire qu'ils vont avoir passé un 6 mois collés sur papa-maman. Donc la séparation va être très importante pour ces enfants-là.
Donc, il va falloir qu'on y aille très graduellement, puis qu'on prenne soin. Non seulement la séparation, mais tu me disais, en dehors des caméras, tantôt que, oui, le temps qu'ils ont passé ensemble, mais au-delà du temps passé ensemble, c'est toute l'inquiétude du parent à envoyer son enfant à l'école qui va rendre cette séparation-là encore plus difficile. Donc, si le parent est insécure de laisser aller l'enfant, bien, l'enfant, lui, ne va pas y aller instinctivement, non. Facilement. Donc, il va vouloir rester possiblement avec son parent. Dans notre contexte, justement, où on a été obligé de garder une distance entre, même à l'intérieur des membres d'une famille, grand-papa, grand-maman et les enfants, l'approche d'un inconnu peut sembler dangereux. Je peux attraper une maladie qui peut faire mourir quelqu'un ou qui peut me faire mourir. Dans la tête de certaines personnes, c'est très, très présent. Donc, j'ai été collée, moi je me mets dans la peau d'un enfant qui a 5 et 6 ans, j'ai été collée sur papa-maman pendant 6 mois parce que c'était sécurisant. Il ne fallait pas que je m'éloigne. Et là, tout d'un coup, oups, je dois entrer dans une nouvelle école, un nouvel établissement, des nouvelles personnes et me séparer de mon parent. Et là, l'inquiétude de est-ce que ce sera dangereux? Tout ça doit être pris en compte pour... Oui, puis pas juste pour lui. Il y a des enfants qui ont l'impression que si jamais ils attrapent le virus, même s'ils... Parce qu'il y a des enfants qui savent qu'ils sont potentiellement pas symptomatiques, et la peur de tuer le grand-père ou la grand-mère, si le grand-père ou la grand-mère vit proche d'eux et qu'ils le voient. Il y a une de mes collègues qui rapportait il y a quelques semaines, justement, qu'elle avait accompagné un enfant qui disait « Oui, mais moi, je pourrais tuer mon grand-père, je pourrais tuer ma grand-mère. » Et l'intervenante dit « Mais non, non, écoute, il n'y a pas de risque, si vous respectez les distanciations et tout ça. » « Oui, mais non, parce que ils sont proches de moi. Et alors, est-ce qu'ils vivent avec toi? » « Non, non, ils ne vivent pas avec moi. » « Mais alors, pourquoi est-ce que tu as peur? » « Mais c'est parce qu'ils vivent dans l'appartement en haut. Donc, si jamais le virus s'en va en haut, je pourrais tuer mon grand-père et ma grand-mère. » Donc, l'enfant, il a absorbé des connaissances auxquelles il n'était peut-être pas nécessairement préparé. Déjà que les adultes n'étaient pas préparés à gérer tout le concept de virus. OK? Mais c'est certain que pour l'enfant, la peur de tuer, je pense à vos enfants, ou à cause, tu parlais tantôt de votre papa ou de votre oncle, c'est certain que pour eux, ça peut être un enjeu, cette peur-là. Même s'ils n'ont peut-être pas peur pour eux-mêmes, mais ils ont peur pour les personnes qui sont proches. Et si je peux faire un lien, tantôt tu parlais de l'expérience de Joël en Belgique où vous avez eu un 35 jours. Peut-être que tu peux expliquer le contexte dans lequel les enseignants ont choisi de ne pas retourner en classe pour défendre la démocratie en place. Donc, si tu peux peut-être nous expliquer le contexte. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est certain que ça faisait partie des éléments qui, pour moi, font en sorte que je suis moins craintif peut-être que d'autres par rapport au fait que les enfants ont loupé plusieurs mois d'école. La première chose, c'est qu'on oublie, plus c'était présent en Europe peut-être qu'ici au Québec, mais quelque part entre le mois de mai 1940 et le mois de septembre 1942, donc un peu plus que 2 ans, il n'y a pas eu d'école en Europe, vu qu'on est en train de gérer la Deuxième Guerre mondiale, où les nazis venaient d'attaquer en fait l'essentiel de l'Europe. Donc, et en même temps, cette génération qui n'a pas eu d'école pendant 2 ans, c'est quand même celle qui a amené les plus gros changements rapides au niveau des paradigmes sociaux dans les années 60. Donc, c'est pas parce qu'on ne va pas à l'école que nécessairement il n'y a pas d'apprentissage qui peuvent se faire auprès de papa et maman ou dans l'environnement dans lequel on est. Et quelque part, c'est souvent quand on est confronté à un mur qu'on va chercher des ressources à l'intérieur qui sont très, très puissantes. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que, oui, en fait, j'en ai parlé un peu dans la conférence que je donnais hier soir, le film de Dead Poets Society a amené une réflexion chez les enseignants parce que beaucoup se retrouvaient en fait dans Monsieur Keating, ou si je peux prendre un film québécois dans Mademoiselle C, ou un autre plus récent qui est Monsieur Lazare. Donc beaucoup se voyaient en fait être des enseignants qui sont des vecteurs de transformation personnelle et individuelle de chacun des enfants qui sont dans leur classe, où la matière est importante, mais c'est surtout le côté humain qui est partagé et qui est développé, qui est pour
important pour eux. Et cette réflexion qui a été mise en place progressivement avec ce film a amené à un moment donné où on a commencé à se promener les mercredis après-midi dans des villages, dans des rues, toujours dans la légalité des choses, mais on se partageait, on a commencé à se parler et ainsi de suite. Et petit à petit, le mouvement a pris de l'ampleur. C'était pas un mouvement syndical, c'était un mouvement des profs qui voulaient « Hey, moi je veux redevenir Mademoiselle C, je veux redevenir Monsieur Keating, je veux être comme Monsieur Lazare. » Et en fait, progressivement, ce mouvement-là a commencé à prendre de l'ampleur, de l'ampleur, de l'ampleur. Et il y a eu certaines journées où on s'est réunis tous au même endroit, parce que sinon c'était chacun dans ses provinces, ou dans un village proche, ou dans une ville proche de leur école. Puis il y a eu plus quelques moments, et ça a commencé à déranger en fait le gouvernement en place de l'époque, parce que ce n'était pas une revendication de salaire traditionnelle, ce n'était pas le syndicat qui était derrière nous. Oui, ils ont essayé de coordonner un peu les choses, mais c'est surtout les gens, hey, on veut revaloriser notre métier d'enseignant, et on veut surtout des moyens pour aider les enfants qui sont en difficulté. Arrive l'été, le gouvernement se dit hey, c'est cool, tu sais, ils vont pouvoir aller prendre de vacances. En septembre, il n'y aura plus rien. Oui, mais avant la rentrée, on se réunit une première fois à Bruxelles. Et là, le politique commence à être de nouveau dérangé. On recommence notre année, on crée le lien avec nos élèves. Moi, c'est la première année que j'étais titulaire de classe. À ce moment-là, je venais de sortir de ce qu'on appellerait ici au Québec un baccalauréat en enseignement. Et donc, à ce moment-là, je démarre mon année. Arrive le 27 septembre, qui est l'équivalent, en fait, du 24 juin pour le Québec. Le 27 septembre, c'est la fête de la communauté française de Belgique. Et on est à Namur. J'avais logé chez ma copine de l'époque, qui, elle, faisait son bac à Namur. Donc, le matin, je me promène dans les rues de Namur. Je vais chercher des croissants. Et j'ai vraiment l'impression de me retrouver dans les vieux films de Hitchcock, quand on parlait de l'Allemagne de l'Est, de la Russie et tout ça. C'est une atmosphère qui est très lourde. Et je me souviendrai toujours, je suis rentré à l'appartement et j'ai dit à ma copine, ça n'ira pas bien aujourd'hui. Ça n'augure pas bien. Parce que j'avais vu défiler, en fait, la gendarmerie, même si c'est une manifestation autorisée, que ça allait être une manifestation. On est des enseignants, on n'est pas là pour casser quoi que ce soit, d'accord? Et il n'y avait jamais eu aucun incident en tant que tel de toutes les manifestations qu'on a faites auparavant, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas se passer comme de normal. Et la manif commence, on est 7-8 000 enseignants dans les rues, on est pacifique, on parle, on fait de la musique, on défile dans ce que la police nous permettait de pouvoir faire. On respecte vraiment les règles qui étaient édictées. Et comme les politiques ce jour-là voulaient se dire qu'à quel point ils étaient beaux et bons et intelligents, eh bien, quelque part, ils n'ont pas aimé d'avoir des milliers de gens dans la rue. Et la police a chargé. Et là, on s'est fait tabasser par la police. Moi, je me souviendrai toujours que j'ai vu un enseignant avec le crâne n'était pas ouvert, mais la peau était déchiquetée parce qu'il s'était fait frapper au niveau avec des matraques spéciales qui sont faites pour faire ce genre de dégâts. Il y avait vraiment des agressions physiques sur les enseignants. C'était physiquement, on s'est fait vraiment tabasser. Moi, j'ai eu la chance de ne pas recevoir de coups. D'accord? Mais il y avait des autos, ce sont des autos-camions qui viennent avec des pompes à eau. Et la puissance, en fait, d'une pompe à eau, ça ramasse tout le monde, on vole à terre. Si on reçoit le jet dans les yeux, on peut même avoir des problèmes de vue par après. C'est vraiment comme si nous avions été une manifestation violente, alors qu'on était pacifique, alors qu'on demandait simplement de donner des moyens pour qu'on puisse arriver à aider les enfants. C'était ça notre objectif, ce n'était pas des demandes de salaire, c'était des demandes de moyens pour aider les enfants. Et en fait, moi je me souviendrai toujours qu'après cette manifestation, je téléphonais à mes parents, parce qu'à ce moment-là, les chaînes de nouvelles non-stop, ça n'existait pas encore. C'est dans les mois suivants que ça commençait à devenir la mode d'avoir des chaînes d'information continue, d'information. Et là, j'ai dit à mes parents, écoutez, moi j'ai rien eu, mais sachez que ça s'est très, très, très mal passé. Mes parents étaient tous les deux enseignants aussi. Ça s'est très mal passé, mais sachez que je suis en sécurité, je suis à Namur, c'est correct. Et je raccroche le téléphone, et moi, à l'intérieur de moi, la démocratie, elle est morte. Il n'y a plus rien.
sais, j'avais 22 ans, je croyais plein d'idéaux à ce qu'on puisse changer les choses. Et comme on venait de passer des mois à rêver justement de ce qu'on pouvait faire dans nos classes, ben, il n'y avait plus rien. Et en fait, je pensais que j'étais tout seul dans mon coin à avoir pensé ça. Et finalement, le lendemain matin, on n'est pas rentré dans nos écoles. Il n'y a pas une seule école qui a fonctionné. Et pendant 7 semaines, on a décidé de ne pas accueillir les enfants en classe. Officiellement, c'est certain que des enfants qui étaient mal pris, ils étaient les bienvenus dans nos écoles parce qu'on était rentrés dans les écoles malgré tout, mais il y avait un piquet qui demandait aux parents de ne pas conduire leurs enfants dans nos classes. OK? Et c'est certain que c'était très intéressant de voir comment les médias, un jour on était des géants, des gens extraordinaires, le lendemain on était des méchantes personnes. On voyait vraiment, selon les interviews qui étaient faites, phénoménalement, j'ai appris beaucoup de choses en regardant ça, mais surtout, c'est que nos responsables d'école nous avaient dit, écoutez, on va tolérer ce que vous faites, mais on vous demande que le temps que vous passez en classe, vous continuez la réflexion sur comment allez-vous enseigner maintenant? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et j'ai travaillé à ce moment-là dans une centrale syndicale à réfléchir, à transmettre de l'information, et cette centrale-là faisait la négociation avec le gouvernement. Et donc, il y avait cette réflexion, il y avait cette volonté, en fait. Et de nouveau, ce n'était pas une volonté d'augmentation de salaire, c'était une volonté d'avoir des moyens adéquats pour que on puisse accompagner les enfants. Tu sais, la statistique dont on parle beaucoup ces derniers mois, qu'il y a 20% des jeunes enseignants qui quittent, en fait, dans les 5 premières années, c'est une statistique qui était déjà présente en Belgique à cette époque-là. Donc, ce n'est pas nouveau le phénomène que l'on a. Et souvent, ce sont les jeunes profs qui se retrouvent à ne pas avoir assez de support, pas assez d'éléments, qui se retrouvent dans des environnements qui ne sont peut-être pas nécessairement adéquats parce qu'ils sont pleins d'espoir, pleins de bonne volonté et ainsi de suite, mais les tâches qu'on leur donne, qu'on leur assigne, ne sont peut-être pas nécessairement suffisamment, ou ils ne sont pas suffisamment soutenus. Et il y a un moment donné où ils ont beau essayer, et on se rend compte en fait qu'ils craquent et ils préfèrent à ce moment-là se réorienter au niveau de leur carrière. Si je peux faire juste une petite parenthèse, là, ça me parle beaucoup ce que tu dis parce que souvent dans nos 5 premières années, c'est là où on a le moins d'expérience. Et les demandes, je dirais, quand on fait une demande d'aide, de support ou de moyens pour des élèves qu'on a en difficulté, la demande de l'enseignante d'expérience est beaucoup plus entendue que la demande de l'enseignante précaire. Et c'est pas généralisé. Il y a de très bonnes directions qui vont tout faire en sorte pour aider, mais je dirais que souvent, l'enseignante d'expérience va demander et va recevoir dans la mesure du possible. Souvent, c'est les moyens qu'on n'a pas, mais financiers, je dirais, mais va être beaucoup plus accordée rapidement à l'enseignante d'expérience. Et on dirait que l'enseignante précaire, elle, va devoir essayer de se démarquer, va essayer d'user de toutes ses ressources jusqu'à épuisement avant qu'on lui dise « Ah, OK, on va t'accorder de l'aide. » Sans oublier que vous êtes en période d'évaluation. Exactement. Donc, il ne faut pas trop faire ce de bruit, poids-là était toujours un petit peu présent de la limite entre j'ai besoin d'aide, je dois l'exprimer, mais je ne veux pas montrer que je me sens pas trop compétent ou que je manque de moyens pour prendre soin de ma classe. Oui. Donc, c'est ça. Puis, reste que quand il y a un besoin, voici le besoin, voici ce que j'ai mis en place, mais il y a encore le besoin est encore là. Donc, ça devrait être équitable quand il y a une demande qui est faite, que ce soit d'une enseignante précaire ou d'une enseignante permanente, ça devrait être entendu au même niveau. Oui, et je pense qu'il y a des expériences qui sont faites dans certaines écoles actuellement de mentorat pour pouvoir justement qu'un enseignant senior appuie ou épaule en fait un plus jeune. Il y en a qui le font naturellement parce que c'est dans leur nature. Il y en a d'autres qui l'organisent au sein des écoles. Moi, je te avouerais que le fait d'avoir eu... Parce qu'il y avait deux classes de 5e année dans l'école où j'enseignais. Et donc, quand on est revenu après cette semaine, parce que le gouvernement a signé des accords, c'est certain que j'ai pu m'appuyer, moi, sur une enseignante qui avait de l'expérience. Elle avait 20 ans d'expérience. Ça faisait des années qu'elle donnait une 5e année primaire. Et tous les vendredis, on avait une période où les enfants étaient à la piscine et on s'assoyait ensemble et on jasait de comment est-ce qu'on peut
organiser la période scolaire de la semaine qui suit. Donc, je bénéficiais en fait de cette aide-là. Et puis alors après, elle avait sa sensibilité, c'était une classe plus traditionnelle. Moi, j'avais ma sensibilité, on était beaucoup plus dans les projets, dans l'intégration, dans le décloisonnement de certaines matières pour pouvoir favoriser des apprentissages. Mais l'expérience de ma collègue a été très précieuse pour moi, pour pouvoir absorber justement le 7 semaines où on n'a pas eu... Or, en Belgique, la 5e année primaire, c'est l'année la plus intense en termes de nouvelles matières et de connaissances. Parce que, tu sais, l'âge de raison, il arrive vers 9-10 ans. Donc, la 4e année, c'est une année de transition, mais elle a encore un grand objectif en Belgique, c'est de favoriser le développement plus social, de l'ouverture au monde. Il y a le passage, si tu veux, de l'univers où l'enfant est intéressé par le côté un peu de rêve, des animaux et tout ça, et on s'en vient tout doucement vers un univers un peu plus humain, entre guillemets, dans les histoires et tout ça. Mais ça traduit ce qu'on sait du cerveau dans son développement. Et la 5e, c'est là qu'on commence à faire des inférences et des choses pareilles, ce que malheureusement d'ailleurs on fait un peu trop tôt, je trouve, au Québec, parce que certains experts ont prétendu que l'âge de raison c'était 7 ans, alors que neurologiquement ça ne tient pas la route. Mais ça reste que on est donc en 5e année, c'est l'année qui est la plus intense et OK, on gère ça comment, 35 jours de classe? Et en fait, le mot d'ordre qu'on avait avec nos élèves, c'était « stressez pas ». De toute façon, toutes les classes de la Belgique francophone ont vécu la même chose. Donc, même si vous déménagez, c'est pas grave. Vous allez aller dans une école où ils ont vécu la même chose. Donc, on a dédramatisé la situation. Et nous-mêmes, on a simplement diminué la charge de travail. Et en diminuant la charge de travail et en réassurant les enfants, c'est là, en fait, que on s'est rendu compte que les enfants étaient capables de pouvoir arriver à maintenir leur ouverture, leur disponibilité aux apprentissages. Okay? Et puis, donc, les enfants sont super heureux de nous revoir dans les classes. On est dans le courant du mois de novembre. Nous, on est heureux aussi de nous retrouver parce qu'on avait quand même enseigné pendant presque un mois avant la période de grève. Donc, on est très contents comme enseignants de retrouver nos cocos et nos cocottes. Et puis, le bruit des bottes arrive. Oups! En fait, Saddam Hussein venait d'envahir le Koweït quelques mois plus tôt et les Américains demandaient en fait aux pays de l'OTAN de partir en guerre avec eux pour en fait demander à Hussein de retourner en Irak, voire éventuellement d'arrêter son mode de fonctionnement politique. Et là, on s'est retrouvé en Belgique, qui est un pays pacifique, d'accord? C'est un pays qui a subi à plusieurs reprises des guerres, donc en conséquence, par exemple, des luttes entre l'Angleterre, la France, l'Allemagne ou la Russie, les grands d'Europe. Et donc, on n'a jamais voulu de guerre, mais on les a subies, malheureusement. Tu sais, on parle de Waterloo, mais Waterloo, c'était le terrain de jeu des grands, des puissants de l'époque. Donc, en fait, quelque part, on ne veut pas partir en guerre. Donc, les médias commencent en fait, à nous parler non-stop. Et là, CNN, qui venait de rentrer sur le câble, nous matraque d'informations. Et donc, les médias européens commencent à faire pareil. Donc, on nous montre les Israéliens avec des masques à gaz, on parle de gaz sarin, on parle de gaz moutarde, on parle de bombes atomiques. Oups, bombe atomique. Bruxelles, capitale de l'Europe, et centre névralgique de l'OTAN. On devient une place de choix si Saddam Hussein envoie une bombe atomique. Mais moi, j'enseigne dans une école qui est à 80 km du centre névralgique. On s'entend que pour les enfants, ils ne sont pas bêtes. Ils savent très bien que si une bombe atomique arrive sur Bruxelles, leur classe n'existe plus. Donc, les enfants, ils sont paniqués. On va mourir. Puis j'étais dans une école qui était de confession catholique. Monsieur, est-ce que c'est vrai qu'on va mourir? Monsieur, est-ce que c'est vrai que le paradis existe? Ben, je ne sais pas. Ah, vous ne le savez pas? Ben non. Et alors là, en fait, j'ai deux choix comme enseignant. Je viens déjà de passer 7 semaines où je ne les ai pas eues dans ma classe, avec la matière qui est à faire, et j'ai des enfants qui sont angoissés par la mort à cause de ce qu'ils entendent dans les médias. Hey, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment est-ce qu'on les accompagne? Et en fait, je réorganise complètement mes journées, et le matin, quand les enfants arrivent, on prend 15 minutes, une demi-heure, et c'est déjà arrivé de passer 3/4 d'heure en début de journée, pour permettre aux enfants de nommer ce qu'ils ressentaient, ce qu'ils vivaient. Essayer de faire du sens au départ des informations qu'ils commençaient à entendre de manière constante quand ils étaient à la maison.
Et ça arrivait que quelques enfants rentraient sur le temps de midi, entendaient de l'information dramatique à la télévision ou à la radio parce que papa et maman veulent s'informer. Et à ce moment-là, ils reviennent à l'école de nouveau avec cette charge de peur, soit la leur, soit de ce que papa et maman ont entendu. Et de nouveau, en début d'après-midi, il faut que je prenne le temps de les accueillir. Et donc de recréer ce cercle de parole, d'utiliser leurs peurs et leurs angoisses, même à travers mes cours. D'accord? Et en fait, vous ne me croirez pas, mais chaque fois en fin de journée, j'atteignais mes objectifs. Le fait d'avoir accueilli les enfants dans ce qu'ils vivaient, de leur avoir donné la possibilité, en fait, de nommer ce qu'ils ressentaient, faisait en sorte qu'après, la matière, maths, français, histoire, géographie, tout ce qui était censé être vu pendant la journée, je pouvais le faire. C'est certain que j'avais de la chance, j'étais au primaire. Ça aurait peut-être été plus compliqué au secondaire, mais j'ai le souvenir d'une période au secondaire où il y avait des bouleversements sociaux qui arrivaient et nos professeurs arrêtaient le cours parce qu'ils se rendaient compte que la classe, elle ne suivait plus. Vous étiez plus disponible. Exactement. Donc, tout adolescent qu'on était, même si on était un cerveau un peu plus formé que quand on était au primaire, le prof arrêtait, s'assoyait sur le bureau et reconstruisait du sens avec nous, nous aidait à essayer de nous approprier ce qui se passait. Parce que, quelque part, moi, je crois fondamentalement, tu sais, on parlait tantôt de démocratie, l'école est un lieu de démocratie. Ce n'est pas le lieu de faire une politique partisane, c'est le lieu où on peut apprendre notre vie en société. Notre société, elle se construit à travers nos écoles. Donc, quelque part, je crois que fondamentalement, l'enseignant, bien plus qu'un avocat et un juge, est une pièce maîtresse de la démocratie. C'est pas pour rien qu'on installe des écoles quand on envoie des œuvres humanitaires ou même l'armée dans certains pays, parce que c'est à travers ce que font les enseignants dans les écoles. Et quand je dis les enseignants, c'est toute l'équipe école. C'est pour ça que ce sont des modèles. Donc même l'éducatrice, quand elle gère un conflit dans la cour de récréation ou l'éducatrice spécialisée quand elle gère un enfant qui peut-être s'est désorganisé ou le directeur d'école quand il intervient pour une raison ou pour une autre, ce sont des images de démocratie. Et c'est comme ça que l'enfant va s'imprégner. Non seulement il y a l'image de papa et maman qui est importante, mais l'image que l'on a de l'enseignant, de ce qu'on apprend dans une école, va pour moi bien au-delà des maths et du français. Et occulter ce côté-là, je peux comprendre la démarche du professeur, parce que quelque part, il se sent sécure quand il y a, quand il enseigne. C'est sa force, l'enseignement. Okay? C'est là où on se sent compétent. Exactement. Puis vous êtes formé à faire ça. Et en même temps, si on ne tient pas compte de l'humain, si on ne tient pas compte de la personne ou des personnes qui sont dans notre classe, ça ne marche pas. Mais ce que j'entends, si je peux faire un parallèle avec ce qui s'est passé quand les enfants avaient peur justement de mourir et notre situation actuelle de pandémie, c'est que lorsque je vais les accueillir, moi, en septembre, il y en a qui vont avoir vécu des tragédies, qui vont avoir perdu grand-papa, grand-maman, qui vont avoir vu des horreurs. Je vais devoir prendre le temps de nommer les choses, puis de discuter avec eux, de les laisser se déposer avant même de penser à passer de la matière. Puis c'est de là toute l'importance de ce qu'on fait à travers le colloque, c'est de vouloir remettre l'élève au centre du processus d'apprentissage, mais c'est aussi de prendre soin de tous ces intervenants-là qui vont prendre soin des élèves. Parce que moi, comparativement à Joël, j'ai eu la chance d'être un enseignant qui était bienveillant, prêt à accueillir les élèves et en sécurité, clairement, pour être en mesure d'accueillir les enfants et d'être disponible à ces cercles de parole-là. Toi, tu étais disponible. Mais moi, je me rappelle avoir été au secondaire lorsque les tours du World Trade Center se sont effondrés. Et j'ai eu une enseignante qui était complètement à l'inverse, qui s'est désorganisée dans la classe. Et je me rappelle avoir été en deuxième période, cours de mathématiques. Je me souviens où j'étais assis, qui était à côté de moi. Et la professeure a dit « La Troisième Guerre mondiale vient de débuter. » Et je me suis dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Je comprenais rien. Et on me disait, les avions dans le ciel vont peut-être nous bombarder. Mais dans la journée, il y a des avions qui se promènent dans le ciel. Donc, je me souviens être sortie dans la cour et d'avoir regardé le ciel pour savoir est-ce qu'on va se faire bombarder, d'avoir appelé mon père, viens me chercher, je veux revenir à la maison. J'étais fragmentée. Et ma mère, en milieu de travail, qui avait eu peur à cause des nouvelles, revenue à la maison parce qu'elle travaillait dans une tour. Donc, revient à la maison,
Donc, quand on a des parents fragmentés, on a des enseignants fragmentés, l'élève ne peut pas bien se porter. Et malheureusement, dans mon contexte, peut-être qu'il y a manqué de sécurité, où j'ai été longtemps à pas être disponible en lieu scolaire parce que j'avais peur. Donc, que ce soit en Belgique, que ce soit ce qui s'est passé au World Trade Center, ou que ce soit maintenant en contexte pandémique, parce que le mot d'ordre, c'est prenons soin des gens. Oui. Prenons soin des parents, prenons soin des intervenants. Créons ces cercles de parole-là entre intervenants aussi pour être en mesure de décharger, pour être dans l'accueil des élèves aussi, puis créer ces espaces sécurisants-là où eux vont être en mesure de se déposer. Mais ça va être le vrai défi de septembre, de créer ces espaces-là. Oui, parce que c'est important aussi, parce que malheureusement, tu vois, avec le mouvement qui avait été créé par The Dead Poets Society, notre volonté justement d'avoir plus de moyens et autres, et est-ce que c'est le climat de la guerre dans lequel on s'est embarqué, parce qu'elle a démarré en fait le 15 février? Est-ce que c'est le fait que l'argent a moins suivi parce que malheureusement il y a eu un effort pour pouvoir faire la guerre contre Saddam Hussein? Toujours est-il que j'ai vu les enseignants en fait refaner. J'avais 22 ans, 23 à ce moment-là. Je m'en souviendrai toujours, j'avais vraiment vu au début de l'automne les enseignants heureux, plein de confiance et épanouis. Pour enfin, on a parlé d'éducation pendant des semaines et des semaines. Maintenant, on va enfin pouvoir avoir les moyens de faire une différence dans la vie des enfants, comme on le voit à la télévision dans les films qui nous stimulent. Mais en fait, j'ai vu les gens se refaner. Et ça, j'avoue qu'à 23 ans, ça fait peur. Parce que tu dis, OK, c'est quoi qui est là? Et je crois que quand tu dis, oui, il va falloir préparer septembre, mais en même temps, il va falloir qu'on se mobilise pour que justement, on soit conscient que si on ne s'entraide pas, si on ne le fait pas ensemble, on va se refaner, on va retomber dans nos vieilles chaussures, dans nos espaces de sécurité. Et comme je disais tantôt, je peux très bien comprendre que pour un professeur de mathématiques, sa force, c'est les maths. Donc, il peut retomber, c'est humain. Mais en même temps, si son élève n'est pas disponible pour entendre sinus et cosinus, il va ramer le prof, pas juste l'élève. Si on essaye de faire en 10 mois ce qu'on aurait dû faire en 13 mois, on va être complètement lessivé avant le mois d'avril 2021. Il va y avoir des burn-out aussi bien chez les adultes que chez les enfants parce qu'on voudra trop récompenser. Donc, quelque part, ici, on est dans une opportunité pour changer les choses. Ce n'est pas nous qui avons voulu qu'un virus soit là. Et quelque part, on nous bombarde d'une phrase « le monde d'avant ne sera pas le même que le monde d'après ». OK, mais ce n'est pas juste une question de virus. On va retrouver notre vie normale en tant qu'être humain. On va retrouver des fêtes de famille, on va retrouver des hugs et des poignées de main autour de nous. Est-ce que ça va être dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans? Par contre, on a une opportunité d'enseigner autrement. On a une opportunité de demander à nos ministres de mettre les moyens nécessaires pour qu'on puisse faire une différence dans la vie des enfants et que le tissu social puisse se faire non seulement au niveau de la santé, c'est important, mais là c'est quand on est malade. Est-ce qu'on peut faire la prévention? Est-ce qu'on peut parler démocratie? Est-ce qu'on peut amener l'enfant dans ses forces, amener l'adolescent dans ses responsabilités pour qu'il soit capable de se mobiliser et de s'impliquer dans leur vie? Puis pour mobiliser le milieu scolaire, mais clairement, on a ce mouvement-là qui est entamé parce qu'avec plus de 6000 personnes inscrites au colloque, on sait que cette mobilisation-là, du moins, elle est en train d'éclore. Donc, on a une belle opportunité, mais comme tu le dis, c'est tout ce qu'on va mettre en place après, mais tous les petits gestes. Oui, on peut penser à des mouvements comme vous l'avez vécu en Belgique où ça a été tellement rassembleur, mais à même les équipes écoles. On le dit, une équipe. Donc, l'équipe a une force qui peut amener cette mobilisation-là, puis commencer déjà des transformations au sein des écoles qui va avoir un impact directement sur l'enseignant, l'intervenant et l'élève. Mais c'est de là où j'aurais envie, Mélanie, de te demander de quelle façon on peut travailler concrètement en septembre à mobiliser les équipes écoles? Je dirais, juste avant de répondre à cette question-là, je crois que s'il y a une réponse aussi importante du milieu de l'éducation à ce colloque Enseigner autrement, c'est parce qu'on a besoin de savoir qu'est-ce que concrètement je peux faire en septembre pour
que ça se passe bien. Oui, on va avoir manqué une énorme période, mais je veux savoir comment je vais devoir accueillir mes élèves, comment je vais devoir agir, j'ai besoin de moyens concrets. Et tu vois, en fait, c'est une des raisons. Il y a juste 2 PhD dans les personnes qui vont intervenir. Donc, l'intention qu'on avait dans ce colloque, c'est d'amener des gens de terrain, donc des directeurs d'école, des enseignants, des personnes comme toi, qui viennent partager en fait l'expérience de quelques semaines de retour d'école qu'on a eu, ou leur expérience, parce qu'ils ont vécu différents moments, en différentes périodes de leur vie. Qu'est-ce qu'on fait justement avec des gens qui sont sur le terrain et pour des gens qui sont sur le terrain? Oui. Donc, ta question était... Comment, au sein des équipes écoles, on peut retrouver cette mobilisation-là, ou du moins ce côté rassembleur qui va nous permettre d'entamer des changements dans votre pratique? Bien, d'abord, se mobiliser, c'est avoir la volonté, selon moi. C'est avoir la volonté d'être là et de m'impliquer. Puis, en ce qui me concerne, si je veux me mobiliser dans un milieu, j'ai besoin de sentir un sentiment d'appartenance à mon école, avec mes collègues, avec toutes les belles personnes qui se retrouvent sur mon milieu de travail. D'abord, j'aimerais dire que mon équipe école, tout ce monde-là a une importance équivalente. Il n'y a pas de hiérarchie. Moi, j'ai besoin de ma Madame Boivin, qui est l'éducatrice qui prend le relais quand c'est l'heure du dîner ou le service de garde après l'école, même le matin. J'ai autant besoin d'elle qu'elle a besoin de moi. Il faut que je lui fasse une place, puis que les enfants sentent justement qu'on est au même niveau et qu'on a une confiance mutuelle ensemble. Si les enfants, on est un lieu de démocratie justement, si les enfants sentent qu'il y a une hiérarchie dans une école, comment peut-on après ça essayer de leur inculquer des valeurs de respect entre eux? Donc, moi je trouve important de dire que dans l'école, que ce soit la psychologue, l'ergothérapeute, la TES, l'éducatrice, la surveillante de dîner, l'enseignante, on a tous besoin de l'expérience de chacun pour faire notre travail. Ça va être important de se respecter là-dedans. S'il y a un climat de respect, déjà là, moi, je me sens plus mobilisée, ça me tente de m'impliquer. Puis quand il y a un respect, il y a aussi une reconnaissance des compétences de l'autre. Puis, est-ce qu'il y a quelque chose de plus beau que d'entrer dans son milieu de travail puis d'être reconnu avec mes forces? Puis, en même temps, aussi avec mes faiblesses. Je sais que il y a des choses que je ne suis pas capable de faire et c'est dans une ouverture d'esprit que je vais être capable d'aller voir l'autre, mon collègue, ma collègue, pour lui demander son aide, son avis. Quelle belle modélisation pour l'enfant. Mm-hmm. Oui. Que d'accepter nos forces, de les reconnaître, de miser sur les forces, mais aussi d'accepter, d'accueillir la vulnérabilité, puis de voir ces échanges-là, ça va être très sécurisant pour l'enfant qui sait que je sens que les adultes qui sont là ont les moyens de prendre soin de moi. Donc, déjà là, sans que rien concrètement soit fait auprès de l'enfant, il y a déjà cet espace-là qui s'est créé auprès d'eux. Puis ça, moi, j'ai espoir que ça peut se faire en septembre. Oui. Puis c'est réaliste de penser que ça va se faire aussi. On ne peut pas penser qu'on va travailler en silo, chacun de notre côté. Même si on a tous vécu des expériences différentes, on va devoir s'appuyer sur les uns les autres parce qu'on va avoir nos journées fortes et nos journées où on va aller moins bien. Puis c'est dans les journées où on va moins bien qu'on a besoin de l'aide de nos collègues. Ne serait-ce que j'ai en tête une personne de mon équipe école qui, elle, chaque matin, quand elle entre à l'école, elle fait sa tournée de bonjour. Puis, elle détecte tout de suite si quelqu'un ne va pas bien. Puis c'est là qu'elle nous dit « Toi, viens me voir à la récréation. Il faut qu'on se parle. » Puis déjà là, on sait qu'il va y avoir une place où je vais pouvoir juste me déposer, elle va prendre soin de moi, je vais me sentir mieux. Puis si je me sens mieux, mais je vais être beaucoup plus capable de prendre soin de mes élèves. Puis l'élève qui est déjà peut-être fragmenté ou qui est déjà vulnérable, auprès de toi, qui est en sécurité, va être capable de se déposer. Oui. Donc, ça va avoir cet impact-là direct, d'où l'idée de mettre en place, comme Joëlle parlait, des cercles de parole auprès des enfants, mais des cercles de parole aussi auprès des enseignants qui ont des peurs, des craintes, des doutes. D'avoir cet espace d'échange-là va déjà créer un sentiment
mais d'abord de rassembleur, où vous vivez une expérience particulière ensemble avec des gens qui comprennent ce que vous êtes en train de vivre, puis ça va vous permettre de vous sentir davantage rassuré, même si au final, on ne trouve pas de réponse. Des fois, on a beaucoup de questionnements pour lesquels on n'a pas de réponse, mais d'avoir un espace où les nommer et de savoir qu'ils sont entendus, ces questionnements-là, ça va permettre de désamorcer. Entendu et respecté. Oui. Oui. Et comment, quel serait, comment dire, parce que moi je peux le voir aujourd'hui, même si j'ai une expérience scolaire, j'ai aussi une expérience de clinicien. Comment est-ce que ce serait quoi les besoins en termes de prendre soin de toi ou que l'équipe a besoin de cette prise en charge? Est-ce que c'est la direction d'école qui peut faire ça? Moi, j'ai un peu l'impression que parfois, on met trop les personnels psychosociaux à faire des évaluations d'enfants pour vite sortir un diagnostic et on est moins dans l'humain, mais est-ce que ces personnes-là ne devraient pas être là aussi, non seulement pour les enfants, mais pour les équipes écoles? Oui, c'est sûr. Je crois qu'ils sont là Là, on parle des psychologues, par exemple? Bien, les psychologues, on va parler des travailleurs sociaux, on va parler des psychoéducateurs qui ont un bagage d'intervention. Tu sais, tantôt, quand tu disais qu'il te manquait un petit quelque chose pour pouvoir faire cette intervention psychosociale auprès de l'enfant parce qu'il vit beaucoup, beaucoup d'émotions. Et quelque part, dans nos écoles, normalement, on a ce personnel-là qui pourrait être mis à contribution. Si on n'a pas dans l'école le travail avec le CLSC local pour avoir justement un support de manière à ce que cette charge qui est vécue par l'enseignant puisse être relâchée ou ne serait-ce que la peur de ne pas atteindre. Moi, j'espère que le ministre de l'Éducation va suspendre pour 2 ans les examens du ministère. Rien que ça ferait déjà une modification énorme en termes de, d'objectifs. Je comprends très bien qu'il faut mesurer où est-ce qu'on en est pour les ajustements dans un cadre usuel, je le comprends. Mais en même temps, ça fait quand même quelques mois qu'il dit qu'il faut réviser le principe, en fait, des examens du ministère. Donc, pourquoi ne pas les suspendre pendant 2 ans, qu'un groupe réfléchisse avec lui et son équipe pour voir comment les organiser, mais en éliminer cette pression qui existe sur l'enseignant et en même temps, en fait, sur l'enfant qui veut. Et si on faisait déjà ça, je pense que ce serait déjà, donc bien au-delà d'un support psychologique, il y a la structure administrative doit relâcher la pression. Pas diminuer les exigences en termes de cohérence éducative ou scolaire, mais diminuer les objectifs de performance pour se donner 1 an, 2 ans, 3 ans pour absorber ce qui s'est passé dans les derniers mois et ce qui va probablement se passer encore à l'automne. Parce que si on maintient justement ces examens ministériels-là, ce qui arrive, c'est que ce qu'on met au centre de toutes nos décisions et nos processus, c'est le résultat. Puis, on écarte complètement l'enfant. Puis, ce qu'on disait tantôt, c'est qu'en septembre, il faut miser sur le lien, il faut accueillir l'enfant avec tout ce qu'il va avoir vécu. Comment est-ce qu'on va pouvoir mettre l'enfant au milieu de tout ça si on garde encore en tête les résultats? Puis surtout, il ne faut pas oublier les parents, la pression qu'ils ont avec ces examens ministériels-là. Oui. Moi, je vais à la rencontre de ces parents-là dans le cadre de mon travail, puis les parents, même à ce jour où l'enfant ne sera pas évalué en fin d'année scolaire, j'ai des demandes de consultation qui ne sont pas d'ordre psychosocial et que je ne prends pas, là, évidemment, qui sont « Est-ce que tu peux continuer à stimuler mon enfant pour qu'il soit capable, lorsque les examens vont revenir, de... » On n'est pas là-dedans. On est dans rassurer l'enfant. Donc, les parents vivent une pression aussi de j'ai envie d'envoyer mon enfant à l'école privée qui a des critères d'admission. Donc, ils vont mettre une pression sur l'enseignant aussi parce qu'ils sont insécures. Et là, éventuellement, cette relation-là va être conflictuelle avec le parent où il va peut-être faire un peu d'ingérence dans vos façons de faire parce que pour lui, c'est important de mener l'enfant là où il devait être mené si on n'avait pas été en contexte pandémique. Donc, l'idée de retirer ces examens-là relâche la pression du parent aussi. Et plus le parent est serein avec la façon que l'école fonctionne, plus l'enfant est enclin à s'investir dans son propre processus d'apprentissage. Oui. Et c'est là que quand on parle de décloisonnement de l'enseignement, ça devient la solution prioritaire, en fait. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir à chaque année, au même moment, tout partout au Québec, les fameux examens, eh bien, on pourrait avoir un portfolio qui suit les enfants d'année en année, où chacun, au primaire,
D'accord, sans venir minimiser ce qui se passe en maternelle, mais pour moi, le maternel, même s'il y a une tendance forte à l'université pour pouvoir faire du scolaire, moi je pense que le maternel, les objectifs prioritaires doivent être les habiletés sociales, les habiletés personnelles, la disponibilité, l'envie d'apprendre, bien plus que de commencer à reconnaître les lettres ou commencer à faire des tables de multiplication avant l'heure. OK. Mais bon, ça c'est mon avis personnel de pédagogue neuroscientifique. Mais pour le reste, ce que je dis, c'est que d'avoir en fait la possibilité de suivre l'enfant où on travaille plus à ce moment-là dans une école par petits groupes. Alors certains peuvent aller sur l'ordinateur, il y a du support numérique. Certains peuvent éventuellement aller chez l'orthopédagogue pour pouvoir travailler des éléments qui sont précieux pour eux et qui les empêchent de suivre, mais en même temps d'avoir un cursus qui est beaucoup plus individualisé, avec un titulaire de classe qui est important pour le lien, avoir du monde qui gravite autour pour pouvoir soutenir le groupe classe selon les besoins. Moi, je me souviens d'une école je ne m'en souviens pas, il y a une école en fait dans laquelle je suis intervenu pendant quelques années. Puis ceux qui ont participé au colloque qu'on a organisé en novembre dernier, Claudine est venue partager un peu les résultats en fait de cette approche-là, justement de transformer nos manières d'apprendre. Et il y a 2 jumelles en fait qui enseignaient en 3e année qui ont demandé en fait d'abattre un mur. Ce qui fait qu'elles se retrouvaient dans le même local avec 2 groupes classes, mais elles opéraient en fait de manière en fonction des besoins de chacun des enfants. C'est une classe qui était devenue une classe flexible et selon ce que l'enfant avait besoin, il y avait un peu plus de français, un peu plus de maths et ainsi de suite et elles atteignaient quand même en fait leur objectif. Puis une des 2 s'est fait entre guillemets bumper pour sa classe de 3e. OK? Le fameux bumping que l'on peut retrouver malheureusement à certains moments, que j'espère qu'on devrait reconsidérer exactement. Mais elles se retrouvaient avec une 3e et une 1re année. Mais elles ont gardé la même formule dans le même double local où finalement elles ont intégré des 3e et des 1res à l'intérieur en fait de leur manière d'enseigner. Donc quand on est un peu plus précis, on travaille avec telle chose ou telle chose selon ce qu'on fait avec une 1re ou une 3e, mais on suit complètement le rythme de l'enfant. Et lors d'un des stages que j'avais fait pendant ma formation comme enseignant, j'avais volontairement choisi d'aller dans une école de village. On aurait appelé ça ici au Québec une école de rang. Il y avait trois classes. Il y avait 3 maternelles dans la même classe, 1, 2, 3, et puis moi j'avais une classe de 4, 5, 6. Et donc en fait, je faisais 3 enseignements différents, vu que j'avais 3 groupes classes dans ma classe. J'ai tripé sur ce projet-là. Okay? Parce que, justement, il y avait à la fois la nécessité de faire des choses de 4e, de 5e et de 6e, mais en même temps, intégrer la classe dans des projets transdisciplinaires pour pouvoir, et de s'arranger pour que les choses fassent du sens pour, en fait, chacun des enfants en fonction de ses forces. Et les enfants, ils apprenaient tellement à travers un projet comme ça. Donc, je pense que le décloisonnement va faire partie, en fait, des ressources. Et au lieu de tout départementaliser, c'est de s'assurer pour que les projets fonctionnent de plus en plus de cette manière-là. Puis les enfants, en même temps, à l'école, ne développent pas seulement leur savoir, ils développent leur force d'entrer en relation, d'apprendre à se connaître, dans des dynamiques comme ça, où on peut avoir un jeune qui développe un côté leader qu'il ne connaissait pas, ou un jeune qui peut-être a des difficultés d'apprentissage, mais qui vont être compensés par toutes ses forces sociales, sa capacité d'être empathique, puis à aider les autres, donc être un bon pilier pour d'autres enfants. Donc, ce jeune-là va davantage s'accrocher à son parcours scolaire parce qu'il va venir répondre à son besoin aussi. Donc, c'est toute une construction identitaire qu'on est en train auquel on participe quand on enseigne ou qu'on accompagne un jeune en milieu scolaire. Puis, je crois que par le temps, on s'est déconnecté de ce besoin-là pour se centrer sur les apprentissages. Et on le voit avec des jeunes qui sont plus en besoin que jamais. Les jeunes ont des besoins affectifs et à certains moments, là, on devra, peut-être que le neuroscientifique en toi pourra le dire, mais comment on va faire pour ne pas non plus instrumentaliser l'enseignant? Ou l'enseignant fait face à des défis de plus en plus importants dans sa classe, mais pour autant, il est formé comme enseignant. Donc, il ne faut pas non plus penser qu'on va les former maintenant comme intervenants sociaux et qu'ils aient cette charge-là. Je pense qu'on peut leur apprendre des choses qui peuvent se faire. Là où j'ai fait mon bac, il y avait énormément de cours de psychologie de l'enfant qu'on recevait
j'avais 10 heures par semaine de psychologie de l'enfant. Ça faisait partie de mon cursus, mais on avait 32 heures de cours par semaine à ce moment-là, et pas une quinzaine comme on a actuellement à l'université québécoise en tout cas. Et c'était ça la force, je crois, de l'endroit, de l'école où moi j'ai fait ma formation, c'est justement d'intégrer continuellement la psychologie de l'enfant. J'ai même eu plus de cours de psycho à la rigueur que quelqu'un qui au Québec fait sa formation de psychologue. C'est assez particulier tellement, et c'était la couleur de l'école où je suis allé. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui, 30 ans plus tard, mais tout au moins, c'est ce que nous, on avait. Et c'est l'importance, justement, du lien, l'importance des étapes de développement, l'importance de respecter le rythme. Alors oui, tu as entièrement raison. Aujourd'hui, ce ne sont pas des choses que l'on apprend. Peut-être qu'en Belgique, ce ne sont plus des choses que l'on apprend. Mais si on ne revient pas à cet espace-là, c'est quelque chose qui va pénaliser. Parce que je crois que certains... Tu sais, il y a des modes. Pour l'instant, la mode, c'est diagnostiquer des enfants TDAH ou diagnostiquer des enfants qui ont des troubles d'opposition, voire des troubles de comportement. Et je crois que l'université donne des cours pour, justement, que l'enseignant puisse faire du dépistage. Mais tu sais, si je veux voir en toi du bleu, ben, je vais voir du bleu chez toi. Je ne verrai plus les lignes blanches, je ne verrai même plus tes pieds ou la couleur, en fait, de tes ongles de pied. Je ne vais voir que le bleu chez toi parce que je veux tellement bien réussir à dépister. Et c'est une des raisons, avec les examens du ministère, qui fait en sorte qu'on a une pression énorme qui est mise sur l'enseignant et qu'on a de plus en plus d'enfants qui sont diagnostiqués avec un trouble de santé mentale et qu'on a des enfants qui sont sous médication. Là, actuellement, on est pour les enfants qui sont en fin de 4e, 5e et 6e, c'est 15% des jeunes qui sont médicamentés. Donc, on n'est plus dans le social ou dans l'humain, on est dans le médical. Il faut laisser le médical aux médecins et aux psychologues en dehors de l'école. Je ne dis pas que le diagnostic ne peut pas être utile, mais la loi sur l'instruction publique ne demande pas qu'on ait un diagnostic pour offrir des services aux étudiants. Je crois que Lionel Carman, c'est un de ses objectifs qu'il avait quand il est devenu ministre délégué à la Santé, c'est d'essayer de donner des ressources, en fait, dans les écoles. Ça va être lui aussi le lieu. OK, ben Lionel, c'est le moment. Est-ce qu'on peut avoir des ressources du CLSC mises dans nos écoles pour pouvoir aider, pour pouvoir accompagner, pour pouvoir soutenir les équipes écoles avec des personnels qui est formé à faire l'intervention clinique? Et là, je me dois d'ajouter que oui, il y a cette pression-là du diagnostic précoce, mais il y a toute une forme économique qui vient renchérir tout ça. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un élève va avoir du service? Et encore là, depuis quelques années, le service va même plus directement à l'élève. Disons que j'ai un élève qui a une cote langage, une cote 34, qui va générer X heures d'accompagnement pour cet élève-là. Ça me prend la cote pour avoir les heures générées. Disons, c'est un accompagnement par une TES. Si l'enfant a sa cote, il y a ses heures, c'est un montant d'argent qui est injecté à l'école et ça ne veut même pas dire que l'aide va aller à cet enfant-là. L'aide va en TES plancher. C'est un nombre d'heures ajouté en TES plancher. C'est quoi une TES plancher? C'est pour moi, une TES, c'est une éducatrice spécialisée. Est-ce que c'est ça? C'est ça, dans le fond, oui. C'est les éducatrices qui vont venir justement soit accompagner l'enseignante, ça peut être dans mon équipe école, il y a justement une des TES qui vient, disons, à chaque retour de récréation, elle va accueillir des enfants qui ont besoin de se déposer avant d'intégrer leur classe. Donc, elles peuvent faire aussi des ateliers d'habileté sociale. C'est sûr que souvent, on a en tête une TES, c'est quelqu'un qui vient chercher l'enfant qui se désorganise. Non, on essaie le plus possible que les TES agissent en prévention. Je m'étais promis aussi d'en parler parce que dans le fond, je voulais distinguer justement le rôle de la TES du rôle de l'enseignante. En misant sur le lien, quand on a l'enfant au centre de nos préoccupations, l'enfant qui se désorganise ne devrait pas être pris en charge par une TES. L'enfant qui se désorganise dans ma classe, c'est à moi de sortir avec lui parce que j'ai le lien avec lui. Puis, c'est là que la TES va prendre en charge mon groupe en attendant que j'apaise mon petit coco qui se désorganise. Oui, mais là, l'enseignant va dire, oui, mais c'est parce que moi, j'ai une leçon de français et de maths, sauf si on décloisonne. Si on décloisonne et que les enfants sont beaucoup plus autonomes,
c'est ça aussi qui va permettre, ça va permettre justement à l'enseignant de renforcer son lien avec l'enfant Oui. et faire en sorte que l'éducatrice, éventuellement, elle peut faire aussi une intervention sociale si c'est nécessaire. Exactement. Parce que quand il y a un enfant qui se désorganise dans la classe, Tout le mais monde. tout le monde est affecté par ça. Exactement. Donc, à ce moment-là, oui, on va renforcer le lien avec l'enseignante, entre l'enfant et l'enseignant. On sécurise l'enfant. On L'enseignant préserve se le sent lien. sécurisé. D'accord? Il y a un lien de réassurance qui est refait. Oui. Mais en même temps, l'éducatrice spécialisée fait ce qu'elle est capable de faire. On retravaille Oui. l'émotivité qui a été générée par l'enfant qui n'allait pas bien dans les minutes qui ont précédé. Et on n'est plus en train d'éteindre des feux. On est en prévention. Si je sors avec mon élève que je sens qu'il commence à se désorganiser, je ne vais pas attendre la crise pour que l'ATES puisse le prendre et s'en aller avec. De toute façon, ma leçon de français, je ne pourrais pas la continuer avec les élèves qui ont vu ça. Donc, si je sors avec, je suis en prévention, l'ATES qui prend mon groupe peut continuer une belle discussion ou même poursuivre ce qui avait été mis en place. Puis quel bel apprentissage pour les enfants d'observer ça. Oui. D'observer qu'en société, après, parce que c'est un exercice sociétal qu'on fait à l'école, de dire quand un membre de notre groupe ne se sent pas bien, on se doit de prendre soin de lui. Parce que quand on exclut l'enfant de la classe, qu'on dit « va te gérer, nous, on a des choses à faire », on apprend à être centré sur nous. Oui. Donc, éventuellement, dans la cour d'école, quand l'enfant fait face à un conflit ou il est en discorde avec un autre élève, il s'attend à ce que lui s'exclue. Donc, il s'attend à lui, tandis que c'est pas ce qu'on veut leur apprendre. On veut leur apprendre à fonctionner ensemble et à développer ces habiletés-là qui vont permettre un vivre ensemble beaucoup plus efficace, qui vont faire d'eux des apprenants beaucoup plus disponibles et qui va te rendre, toi, dans ton rôle d'enseignante, beaucoup plus compétente aussi. Et c'est même pire, quand l'élève ou le groupe classe voit un élève qui est mis au banc de la classe, d'accord, qu'il soit puni, qu'on se moque de lui ou qu'on le sorte de la classe, instinctivement, les élèves qui composent ce groupe classe disent « Ok, lui, c'est le pas bon. » Donc, à ce moment-là, on va être des oraux et pendant la récréation, on va venger notre professeur. Et en fait, involontairement, parce que je pense que personne ne se rend compte de ce qui est en train de se passer, on crée des cellules qui vont encourager, malheureusement, l'intimidation. Et cet enfant qui est en difficulté, le fait d'être stigmatisé, et je crois que tout le monde veut faire les choses correctement, en stigmatisant l'enfant qui est en difficulté, en l'excluant de la classe et en ne prenant pas soin du groupe, d'accord? Ça veut juste dire, lui, on peut se moquer de lui, on peut l'intimider, lui, ça devient une proie. Et moindrement que l'enfant a une charge émotionnelle, une tension interne qui est présente, bien, tu sais, le petit qu'on a eu l'impression qu'il était isolé, qu'on ne le protégerait pas, que l'adulte ne le protégerait pas, il devient une proie pour des intimidateurs. Et c'est là que nos interventions peuvent être considérées. Et si on en prend soin, c'est là qu'on transformera notre société. Tu sais, tu disais tout à l'heure, prendre soin de l'enfant dans la cour de récréation, que les enfants entre eux s'entraident. C'est tellement quelque chose qui est fort. Moi, la classe que j'ai eue quand j'étais en 5e année primaire, il y a 30 ans, aujourd'hui, la plupart d'entre eux sont encore en lien les uns avec les autres et s'entraident, se rencontrent encore de temps en temps, vont prendre un verre, même si ça fait longtemps qu'ils ne sont plus en classe ensemble. Mais l'unité qui a été créée à ce moment-là fait en sorte qu'aujourd'hui, c'est des adultes au début de la quarantaine et ils ont gardé. Et comme on va probablement rentrer dans au moins une récession économique, si pas une crise économique, avec les faillites, avec les pertes d'emploi, avec tout ce que notre gouvernement a mis, puis je pense que c'était nécessaire pour soutenir le tissu social et le tissu entrepreneurial, ce que le gouvernement a mis en place pour maintenir les entreprises à flot, d'accord? Mais les milliards et les milliards, je pense qu'on parlait il y a quelque temps de 400 milliards qui ont été investis, il va falloir les rembourser parce qu'on les a empruntés à la banque. Donc, cette pression économique qui va être mise sur les employeurs va se répercuter sur les employés qui sont les parents, va être répercutée sur les enfants qui risquent peut-être d'arriver à l'école dans une situation où papa et maman ne vont pas bien pour le moment. Et je ne parle même pas de la violence éducative ou de toute série d'autres choses qui étaient déjà là avant et qui malheureusement sera là après. Donc, de créer ces lieux dans les écoles dans lesquels l'enfant va pouvoir « Hey, au moins, je suis en sécurité. » Tu sais, moi, j'ai grandi dans une famille dysfonctionnelle. Mes parents étaient capables de très bien fonctionner quand ils enseignaient, mais à la maison, c'était l'enfer. Et si je n'avais pas rencontré des professeurs extraordinaires sur mon passage, des directions d'école extraordinaires, voir que, tu sais,
je suis le petit kid qui vient de faire une niaiserie, mais l'enseignante, elle me respecte, le directeur d'école, il me respecte, il me voit. Waouh! Tu sais, hey, je suis quelqu'un. Je ne suis pas juste la merde que j'ai l'impression d'être. Je suis quelqu'un grâce à lui ou à elle. Ça n'a pas de prix, ça. Et c'est là qu'on va transformer notre société. C'est là qu'on va avoir une société qui va vraiment mettre au cœur de ses préoccupations les valeurs humaines. Et le filet social va aller beaucoup plus de sens. On ne sera plus dans une attente que le gouvernement prenne soin de nous. On va se responsabiliser parce qu'on a été des personnes à part entière. On aura été des individus respectés et honorables dans les yeux de nos professeurs et de nos directions d'école et de tout le personnel qui est autour de nous. Et ça n'a pas de prix. J'aimerais qu'on revienne tantôt, juste avant qu'on développe sur le rôle de la petite parenthèse, grande parenthèse, entre le rôle de l'enseignante et de la TES au sein d'une équipe école. On parlait des cotes, du dépistage précoce et de la recherche à tout prix d'avoir une cote pour avoir des sous injectés pour aider l'enfant en difficulté. Si on faisait fi des cotes, justement, si on pouvait juste injecter un montant ou que chaque école ait un peu plus de services lorsque on lève un drapeau, on a des élèves qui sont en grande difficulté, on est un milieu socio-économiquement défavorisé, plusieurs élèves ont des besoins de base non écoutés, non remplis. On serait moins axé sur justement dépister à tout prix, puis avoir des diagnostics. On serait beaucoup plus dans la réponse, mettre l'humain au centre de toutes nos décisions. Et c'est quelque chose de fondamental ce que tu nommes parce que, tu sais, l'école dont je te parlais tantôt au Lac-Saint-Jean que j'ai accompagnée, ils avaient une cote 10 depuis des années et des années. Bon, pour les Européens, la cote 10, ça veut juste dire simplement que c'est des très, très, très gros besoins en termes de socio-économie, de santé mentale et ainsi de suite. C'est la cote la plus défavorisée. La cote la plus défavorisée. Je pense qu'un tiers des enfants sont sous protocole médical, donc pas juste de prendre du Ritalin. C'est un protocole médical parce qu'ils ont des gros enjeux. Sauf que le quartier s'est transformé petit à petit, ce qui fait que les maisons ont pris de la valeur. Et le fait que les maisons ont pris de la valeur, bien, la cote du fédéral qui permet d'établir si la cote de l'école a encore le droit de pouvoir avoir le support, en fait, a été modifiée. Et ils sont passés, en fait, de 10 à 7. Donc, tout ce qui avait été mis en place depuis des années, qui ont fait en sorte qu'au lieu d'avoir une équipe école complètement vulnérabilisée, parce que c'est une équipe qui ont mené qui avait besoin de beaucoup de support et c'était légitime, OK? Mais tout ce qui a été mis en place ces dernières années, bien, pour la directrice qui va devoir rentrer en septembre, la plupart de ce qui a été mis, ça n'existera plus. Parce que, justement, la cote du fédéral a fait en sorte que l'aide prévue ne peut plus suivre. Et ça, je crois que quelque part, là aussi, notre ministère va devoir réviser sa manière d'octroyer les subsides pour que les écoles puissent fonctionner en remettant l'être humain au cœur des préoccupations. Et là, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais il me semble que la cote de défavorisation ou de favorisation, la cote d'une école était établie en fonction du niveau de scolarité de la mère. Donc, quand on inscrit un enfant à l'école, on demande à la mère son niveau de scolarité et c'est en se basant sur ça qu'on établit une cote. Mais, encore là, je ne suis pas certaine de ce que j'avance. Je ne sais pas si parce que tu disais que... Mais on va se renseigner parce que moi, ce que j'avais appris, en fait, c'était que c'était beaucoup dû à la valeur mobilière et autour, au départ, des enquêtes qui sont faites par le fédéral pour évaluer, en fait, le truc. Mais peut-être qu'il y a différents niveaux d'évaluation que celle dont moi je connaissais, c'était elle venue du fédéral, mais que celle dont tu parles, en fonction du degré de scolarité de la maman, ça va être autre chose. Mais on s'entend qu'il y a de plus en plus, et c'est une bonne chose, de femmes qui sont instruites. D'ailleurs, quand on regarde au niveau du baccalauréat, 60 à 65% des étudiants à l'université, ce sont des femmes. Ça s'inverse un peu pour le doctorat, d'accord? Mais c'est certain que les femmes sont de plus en plus instruites, mais ce n'est pas parce que tu as un diplôme universitaire que, tu as les ressources nécessaires au niveau psycho-affectif, et deuxièmement, peut-être que c'est papa qui, justement, n'a pas
était capable de pouvoir, comment dire, pas nécessairement prendre soin de l'enfant, mais lui n'a peut-être plus nécessairement le bagage nécessaire et qu'il y a une inversion de phénomène de plus en plus. Quand on regarde le décrochage, c'est beaucoup plus les garçons. Et je veux pas, papa, il est un personnage principal autant que maman dans nos familles d'aujourd'hui. Donc, il va falloir reconsidérer probablement l'ensemble des critères qui permettent... Alors, je peux comprendre que l'administration publique a besoin de prendre des étalons et d'ordonner comment dire, de se donner des critères qui lui permettent de dire si une école a le droit ou n'a pas le droit d'avoir tel ou tel subside, mais en même temps, est-ce qu'on peut faire confiance aux équipes écoles? Oui. C'est pas un enrichissement personnel que vous demandez, c'est un des moyens pour pouvoir aider les enfants. Oui, c'est ça. Comme vous avez essayé de faire en Belgique. Mais si on veut boucler cette boucle-là, je trouve ça incohérent qu'on passe 4 ans à l'université à savoir enseigner, à être d'excellents pédagogues, mais qu'on n'ait aucun cours sur le développement du cerveau. J'ai dû aller me chercher des formations en neurosciences, des cours de psychologie en petite enfance et famille. J'avais aucune notion du développement de l'enfant, de la psychologie de l'enfance, si j'étais pas moi-même allée me former à l'extérieur de mon baccalauréat. Si justement on humanisait plus, je ne sais pas si ça se dit, oui. Si on humanisait plus le cursus du futur enseignant, il serait beaucoup plus à l'écoute et disponible en commençant sa carrière, puis peut-être qu'il y aurait moins de décrochage chez les jeunes enseignants aussi, parce qu'on se sentirait plus compétent, plus prêt à la réalité. Je vais te raconter une anecdote. Il y a quelques années, je donnais des formations théorico-pratiques dans une école, et à un moment donné, la directrice m'a dit « Est-ce que tu voudrais donner un atelier dans l'école pour montrer en fait qu'est-ce qu'on peut faire justement pour outiller sur le plan affectif des enfants ?» Okay? Et il y a une classe qui est là, qui est d'accord de participer. L'enseignante est toute contente, mais en même temps, elle est un peu résistante, parce qu'elle est en 2e année primaire, puis elle a quand même des notions à enseigner, puis bon, OK, ça va, je vais le faire, et du bout des lèvres, elle accepte. Et donc, je fais un atelier, et à un moment donné, je demande aux enfants de prendre une corde et de se dessiner sur le sol leur bulle. Donc, il y a tout un scénario dans lequel je les amène pour que dans le jeu, ils soient en train de se construire en fait leur bulle. L'objectif, c'est qu'ils se donnent un contenant pour que quand ils sont en fait en classe, ils aient plus facile d'être autonomes pour gérer leurs émotions. L'objectif, c'est pas de compliquer la vie de l'enseignant, c'est de lui permettre en fait de simplifier la vie parce que les enfants sont outillés à gérer leurs émotions, mais pas intellectuellement, en expérimentant les choses. Et donc, quelque part, cette enseignante-là, elle est l'étalon qui va pouvoir partager son expérience après aux autres collègues. Et donc, c'est une classe majoritairement de garçons. On fait l'expérience. Et pendant que les enfants sont en train justement de dessiner avec la corde leur bulle sur le sol, je vais m'asseoir à côté de l'enseignante qui regarde. Je dis, comment est-ce que vous vivez tout ça? Et là, elle me regarde. Mais tu sais, je m'évertue depuis des semaines et des semaines et des semaines à leur apprendre des concepts en maths et en français, mais quand je vois à quel point ils sont maladroits juste pour utiliser une corde et la mettre sur le sol, je comprends pourquoi je perds mon temps. Je comprends pourquoi je prends du retard. Ils sont juste pas bien. Ils sont juste pas là. Et c'est ça le danger d'avoir trop intellectualisé la formation des enseignants. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser notre intellect. L'intellect, c'est une belle chose, c'est une belle ressource, d'accord? Mais d'avoir intellectualisé et d'avoir administré notre société fait en sorte que le b.a.-ba n'est plus là. Et comme les enfants sont de plus en plus vulnérabilisés à cause des tablettes, à cause de la télévision, à cause des jeux vidéo, ben c'est certain que ça les met dans un contexte dans lequel les enseignants ont de plus en plus de difficultés. Parce qu'au lieu de grimper dans un arbre, si le jeune est en train de jouer avec un jeu vidéo, il ne se développe pas. S'il ne se développe pas, il va avoir des lacunes au niveau de sa compréhension et au niveau de sa capacité de s'approprier en fait la matière. Et l'enseignant, il rame, il rame, il rame. Donc je te dis que après cette expérience-là, il n'y a plus aucune résistance dans cette école-là pour accepter justement les transformations qu'on leur proposait parce que, justement, ils avaient pu voir, en tout cas, une de leurs enseignantes avait vraiment pu
tester l'expérience qu'on leur promettait. Et donc, des ateliers ont pu être proposés, en fait, aux enfants après. Et souvent, les enseignants ne demandent que ça. L'objectif, c'est pas de compliquer la vie de l'enseignant ou de l'équipe école, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour favoriser un climat harmonieux dans l'école, que tout le monde se sent concerné, que tout le monde se sent mobilisé, qu'il y ait une entraide qui puisse se faire pour que l'ensemble des êtres humains qui sont dans l'école puissent s'épanouir et agir d'un point de vue sociétal de manière adéquate. Et là, on est justement dans le concret et c'est ce dont on a besoin. Tu as fait placer la corde et qu'est-ce que tu as fait ensuite? En fait, les enfants donc expérimentaient les différentes expériences qui étaient là. Et puis alors après, dans leur classe, ceux qui le voulaient, ils ont pris du tape électrique et ils ont commencé en fait à se dessiner leur bulle autour de leur chaise, ce qui est plus facile. Donc comme ça, même s'il y avait le concierge qui le soir pouvait passer la mop, ça reste quand même que le tape électrique pouvait rester. Et l'objectif, ce n'était pas un emprisonnement de l'enfant, c'est qu'ils avaient vécu une expérience et ceux qui en avaient besoin pouvaient le transférer après. Et ça, parmi les formations que je donne bien souvent dans les écoles, je dis, c'est le lieu, bien souvent, ce genre d'expérience-là, pour l'éducateur physique. Parce que l'éducateur physique, il a l'habitude de faire de la gestion de groupe dans le gymnase, il a la place pour le faire, et donc de ramener la collaboration éventuellement entre le professeur et l'enseignant de gymnastique pour pouvoir amener les habiletés dont on a besoin pour favoriser les apprentissages. Et quand ça se fait bien, eh bien après, le professeur qui est en deuxième année, qui est en sixième année, puis dit « Hey, ferais-tu retravailler un peu la montée de charge pendant ton cours, puis la relâche avec la respiration ?» Comme ça, après, le professeur peut beaucoup plus facilement faire des exercices de méditation dans la classe ou de respiration pleine conscience pour que les élèves soient plus disponibles quand il y a un examen qui se fait. Donc, et c'est vraiment de ramener une fluidité dans l'interaction. Chacun a son rôle dans l'école. Tu sais, tantôt, tu parlais de ta Madame Boivin. Madame Boivin est super importante. L'éducatrice spécialisée est super importante. Le parent est super important. Est-ce que nos écoles peuvent devenir des lieux de communauté? Oui, il va y avoir encore une distanciation physique pour peut-être quelques mois, peut-être un an, 2 ans, je ne sais pas, mais que nos écoles redeviennent des lieux dans lesquels on puisse échanger, que la communauté locale, surtout les écoles primaires, je pense encore plus que les écoles secondaires, ont un rôle qui peut cimenter une communauté autour d'un quartier, et l'école secondaire peut surfer sur cette vague-là qui aurait été mise en place par le primaire. Oui. Et eux vont bénéficier de ce qui a été fait. Et plutôt que de dire « Hey, mon enfant, mon élève, il n'est pas bon en mathématiques, c'est de la faute de l'enseignant du primaire », non, c'est « Hey, on travaille ensemble ». Et petit à petit, c'est comme ça qu'on transforme en fait l'éducation, pas à pas, chacun là où il est. Donc l'objectif, ce n'est pas de compliquer la vie des gens. L'objectif, c'est essayons de voir comment est-ce qu'on peut simplifier les choses pour que ce soit plus facile d'amener l'enfant du point A au point B. Tu sais, on parle du primaire, mais le secondaire, il existe. Il y a une école, en fait, à Laval, où ils ont, créé des modules. Donc, l'élève avance à son rythme au secondaire. Et en avançant à son rythme au secondaire, plutôt d'avoir la résistance, ben, l'enfant avance à son rythme, l'étudiant avance à son rythme. Et c'est là que ça lui permet pour le professeur, on s'entend, ça lui permet à ce moment-là de relâcher la pression. Et si un enfant va plus vite que les autres, ben, il peut peut-être aider ceux qui sont plus en difficulté. On peut peut-être le mettre, plutôt d'augmenter la charge intellectuelle, ben, peut-être qu'on peut le mettre sur des projets humanitaires. Tu sais, moi, mon directeur d'école au secondaire, il me sortait de la classe pendant une semaine, parfois pendant 2 semaines, ce qui fait que je faisais un projet humanitaire, d'accord, qui était pour le bien de tous, puis je replongeais dans la classe, ce qui fait que, bon, OK, il fallait que je repédale un peu au niveau matière, mais au moins, j'avais moins l'impression de stagner dans ce que je vivais. Intellectuellement. Ah oui, parce que intellectuellement, j'en voulais, mais en même temps, je pouvais en vouloir, mais c'est parce qu'il y a le rythme de la classe. Oui. Et le rythme de la classe, il faut le respecter aussi. Donc, là, l'enfant HPI doit aussi pouvoir évoluer son rythme. Donc, il faut mettre des choses. Il y a 3 fois plus de décrochage chez les enfants HPI que chez les enfants qui sont considérés comme en difficulté d'apprentissage. Tout simplement parce que souvent, ils sont trop laissés eux-mêmes, ils ne sont pas assez impliqués. On ne les implique pas comme une ressource. Et de faire du co-enseignement, il y a des écoles qui font ça déjà. Tu sais, il y a tellement de belles choses que je vois à travers les formations que je donne à travers le Québec. Il y a plein de belles idées qui ont été mises en place dans plein d'écoles. Le Québec est tellement cité en exemple, en fait, quand on va en France ou en Belgique, tellement ça impressionne et ça stimule les écoles d'ailleurs, mais en même temps, on connaît peu ce qui se passe d'une école à l'autre. Et c'est un peu ça le projet qu'on a, au-delà du colloque.
de pouvoir continuer à présenter ces différents projets dans les prochains mois pour inspirer les équipes écoles, inspirer justement les professeurs, que toi, tes bonnes idées puissent inspirer Mme Caroline dans son école à elle, qui est peut-être distante de 300 km. Mais comment est-ce qu'on va inspirer Mme Caroline à faire le travail? Comment est-ce qu'on peut inspirer M. Jacques ou M. Antoine à devenir un M. Keating ou un M. C, ou pour les dames, Mademoiselle Keating ou Mademoiselle C? Mais je pense qu'on va pouvoir devenir ces personnes comme Mademoiselle C et M. Keating lorsque ça va faire du sens. Donc, du sens pour le jeune, du sens pour le fonctionnement de l'école, du sens pour l'enseignante, du sens pour l'intervenant. Quand on va mettre du sens dans ce qu'on fait, qu'on va utiliser les connaissances qu'on a et au niveau de l'apprentissage, mais tout ce qu'on connaît du développement de l'enfant, parce qu'on les a, ces connaissances-là. Dès qu'on va pouvoir jumeler les deux, unir, on va donner du sens et là, on va être capable d'enseigner autrement. Et penses-tu que ça va faire la différence pour toi comme enseignante? Énorme, énorme. Alors voilà, on est en train de terminer l'atelier. Mélanie, merci. Caroline, merci. On va se retrouver dans d'autres activités tout au long le reste de l'après-midi, puis tout au long de la fin de semaine. On espère que vous comprenez un petit peu le bateau dans lequel on vous propose d'embarquer avec nous. Et en tout cas, écoutez, à bientôt. Merci, Joël. Merci à vous deux.